Bienvenue sur cette nouvelle édition de l'Instant RH. Alors, comme d'habitude, je vous invite à nous faire un petit coucou dans le chat pour qu'on puisse assurer que tout fonctionne, que tout va bien. Je vois que ça pianote, je ne devrais pas tarder à voir des noms s'afficher. Un premier hello. Bonjour Andrea, bonjour Emmanuel, bonjour Myriam. Eh bien, écoutez, bienvenue à vous. Je suis super ravie de vous retrouver sur cette nouvelle édition. On est là pour passer un petit moment ensemble, pour aborder, un sujet qui j'espère vous plaira puisqu'on va parler de stratégie RH avec une envergure internationale aujourd'hui. Et puis pour ce faire, on a donc 2 invités qui vont pouvoir, nous en dire énormément sur ce sujet puisqu'ils sont experts, c'est le cœur même de leur expertise. Donc sentez-vous à l'aise, de rebondir, posez vos questions, comme à chaque fois, c'est votre webinaire à vous. On est là pour vous. Bonjour Stéphanie et bonjour Stanislav. Je vous invite, peut-être déjà en intro à vous présenter en 2-3 mots qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites de beau? Et puis on verra ensuite après, un peu plus de détails sur, votre entreprise et pourquoi on est là aujourd'hui. C'est avec plaisir. Si vous permettez, je Allez, démarre. Oui, vas-y. bonjour à tous, bonjour à toutes. Moi, je m'appelle Stanislav. Je dirige Rippling en France depuis 2023. Et aussi, je supervise ces opérations dans une trentaine de pays dans le monde où on est présent aujourd'hui. J'ai déjà, avant le Rippling, j'ai travaillé dans 10 pays différents. J'ai vécu dans 4 pays différents. Donc, tout ce qui est le sujet des expansions internationales, de fonctionnement à l'international me tient au cœur. Et comme vous l'entendez bien de mon accent, je suis pas en français non plus. Du coup, le sujet de comment travailler, comment réussir dans un contexte qui n'est pas ton natif, bah, c'est important pour moi et je m'en spécialise. Parfait. Bonjour à tous. Pardon, excuse-moi Anaïs. Non, vas-y. Bonjour à tous, merci d'avoir rejoint ce webinaire. Donc moi c'est Stéphanie, je travaille à Rippling depuis bientôt 2 ans pour les services de EOR, donc Employee of the Record. Donc j'ai bien entendu des missions de Senior HR Advisor classiques avec la gestion des salariés, des demandes, etc. Mais donc aussi face client, hein, client EOR, et puis bien entendu aussi des missions plus de projets sur les outils Rippling. Et donc, voilà, c'est avec beaucoup de passion que je travaille au sein de Rippling. Et ben voilà, 2 passionnés du sujet, 2 passionnés par, leur environnement de travail, top. Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints entre-temps. Je vois Richie, Tanguy qui viennent d'arriver, bienvenue à vous. Alors peut-être pour démarrer, sur ce webinaire, avant même, d'aborder le sujet, de comprendre ce qui vous attend, même si vous l'avez bien compris, évidemment, on est là pour parler de dimension internationale aujourd'hui. Quelques mots sur Rippling, qu'on en sache un petit peu plus, avant de, pour poser le contexte et comprendre, bah, finalement pourquoi on est là aujourd'hui aussi, c'est une question de cohérence là-dedans. Est-ce que Stanislav, tu veux bien nous briefer un petit peu? Oui, avec plaisir. Et la raison pourquoi on est bien positionné d'en parler aujourd'hui de l'expansion internationale, il y en a deux. Déjà, nous, à Rippling, sommes une entreprise internationale avec plus de 3000 collaborateurs dans le monde, dans une trentaine de pays, comme je disais. On est originaire de San Francisco, mais maintenant on est présent dans vraiment partout dans le monde, du Canada à la Nouvelle-Zélande. Donc, déjà, nous, comme une société, nous pratiquons bien le côté international, le travail international, multiculturel. Mais de l'autre côté, en fait, l'expansion internationale, c'est le cœur de notre métier, parce que notre solution technologique, c'est ce qui permet d'embaucher, de gérer des employés, des prestataires n'importe où dans le monde, soit locaux, en France, soit à distance aux US, au Canada, n'importe où dans le monde. C'est pas facile, mais on arrive à le faire. On arrive à simplifier les systèmes informatiques pour les entreprises qui fonctionnent à l'international, de simplifier le processus interne, de mettre tous à la même échelle et vraiment de faire une joie de la gestion internationale de vos RH. Voilà pourquoi je pense qu'on est bien adapté pour vous parler, parce qu'on le pratique nous-mêmes. Et aussi, c'est notre cœur de métier, c'est un peu le service qu'on vend, qu'on fournit à d'autres clients, à d'autres sociétés. C'est ça qui est top, c'est que vous appliquez en interne ce que vous vendez à vos clients. Donc c'est intéressant de voir, les 2 dimensions. C'est ce qui va enrichir, je pense, tout le long de ce webinaire. Et d'ailleurs, je me permets, dans le chat, je vous partage le lien vers Rippling si jamais, vous voulez aller jeter un œil en nous écoutant, bien évidemment, hein. Restez là, écoutez-nous, mais si jamais vous voulez aller jeter un coup d'œil sur, Rippling, ce qu'est la solution Rippling. Et alors du coup, peut-être un petit focus, Stéphanie, sur,
les sujets qui vont être abordés aujourd'hui, histoire qu'on sache un petit peu où est-ce qu'on met les pieds Oui. pendant ce webinaire? Oui, bien sûr. Donc, en fait, le premier point, ça va être pourquoi embaucher à l'international. On va ensuite enchaîner sur les premiers pas pour une expansion internationale. Comment démarrer pour tout ça. Les défis à surmonter dans le recrutement à l'étranger, parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Et alors, des stratégies qu'on va proposer, recommander pour surmonter ces obstacles pour une expansion réussie. Eh ben parfait. J'espère qu'il y a des sujets qui vous intrigueront en particulier. En tout cas, n'hésitez pas dans le chat à nous faire signe. Moi, je me ferai votre relais, hein. Je suis là pour de temps en temps, couper Stéphanie et Stanislas pour leur partager vos réactions. Et puis, je crois on se lance dans le vif du sujet. On saute dans le bain, à pieds joints. Pourquoi embaucher à l'international? Ouais, Ouais, vaste question. Pourquoi est-ce qu'on y va alors? ouais. Avant d'y venir, en fait, me préparant pour cette session, j'ai regardé un peu les statistiques et j'aimerais te poser quelques questions à nos invités. Déjà, je vais essayer de vous mettre un petit sondage. Je ne sais pas si vous l'avez maintenant. J'ai S'il regardé vous plaît. déjà combien d'effectifs avaient les entreprises françaises à l'étranger en 2021. Et la réponse m'a étonné un peu. Du coup, je vous laisse répondre. Ouais, on vous laisse quelques secondes. Alors, combien d'effectifs avaient les entreprises françaises à l'étranger en 2021? Suspense. Moi, Suspense. j'en ai Roulement j'en de ai j'en ai tambour. j'en ai aucune idée. Franchement, le Moi, j'étais étonnée de pur la réponse. hasard, je dirais, je sais pas, je dirais 2 000 000. Je dis au hasard, vraiment. J'en ai aucune idée en vrai. Je suis la tendance parce que je vois un petit peu déjà les stats s'afficher. Ok, je vois que 2 tiers de l'audience ont répondu. Donc, la vraie réponse, il y a encore un peu de moment. Ça bouge, ça bouge. Ouais, Ça ça bouge bouge. un peu Ok, encore. je donne Ouais. encore une petite minute. Suspense. Ça a l'air Ok, stable. avec 73% de l'audience, en fait, la réponse, c'est 7 millions. En fait, c'est assez costaud, je Et dirais. Donc, voilà. en 2021, 7 millions des effectifs à l'étranger étaient employés par les entreprises françaises. Et bien sûr, c'est la plupart par les grands groupes, mais aussi par les PME. Donc, les PME françaises avaient plus de 200 000 employés à l'étranger aussi. Et c'est plutôt typique pour les PME de considérer une expansion internationale pour des raisons Mmh. qu'on va discuter juste après. Ouais, très bien. J'ai une autre question pour vous, encore. Ah alors Et attends, on va pas se selon, spoiler tout de suite. voilà, j'ai encore un petit sondage. Et selon vous, quel était le pays le plus populaire pour les entreprises françaises? Ah! Bah, moi, j'aurais tendance à dire les États-Unis, je sais pas. Mais non, peut-être pas, je sais À pas. voir. Influencé par les réponses, du coup, on va voir. Oui, désolée, ne m'écoutez pas, faut pas que je vous influence, pardon. J'ai trop envie de jouer, moi, ça y est, tu me mets dans Oui, le truc, j'ai envie de c'est jouer. ça. Donc, OK, Inde, Allemagne, intéressant. Oui, je peux comprendre l'Inde parce que c'est quand même un pays assez peuplé. Du coup, Ouais, c'est pas c'est ouais. anodin. Allemagne, c'est quand même nos voisins européens les plus proches, c'est la plus grande économie de l'Europe. On comprend aussi. Je suis étonnée Hop. de voir les États-Unis en. Ouais. Ouais, bon. Ben, ça montre que tu es un peu spécialiste du sujet parce que la réponse, c'est quand même les États-Unis. Et qui C'est vrai? aussi n'est pas étonnant. Ouais, c'est vrai. Parce que Et c'est compréhensible parce que c'est la plus grande économie du monde. Mm. Mais ceci pose certains challenges pour les entreprises françaises qui veulent s'y éteindre, parce que c'est un pays quand même pas du tout comme un pays européen, avec des lois, avec de fonds culturels qui sont pas du Mm. tout similaires à ceux des Français. Et on va en parler par la suite. Mm. Du coup, avec d'accord, ces éléments à expliquer, justement pourquoi MBHL international, il y a plusieurs raisons, mais quelques-uns que je veux évoquer, c'est à un moment donné, une entreprise devient prête pour s'éteindre à un nouveau marché, pour vendre les produits et des services, pour élargir la clientèle, pour augmenter des revenus, pour diversifier les sources des revenus, etc. Et un exemple concret, plutôt pour une petite entreprise, c'est de recruter le premier vendeur dans un marché local, avec le savoir-faire local, avec le réseau local, pour pouvoir commencer à conquérir ce nouveau marché. Une autre raison, c'est si vous avez besoin de compétences très spécifiques euh, qui sont assez rares, ça vous permet d'embaucher les meilleurs du meilleur, la crème de la crème du monde entier. Et même pas en se limitant avec un pays, bien sûr, bien, euh,
bien avancé comme la France, ça vous permet vraiment d'embaucher partout dans le monde, surtout pour les compétences comme l'analyse de données à grande échelle ou la biotechnologie ou bien d'autres compétences assez rares et spécifiques. Ça marche dans les deux sens. Par exemple, les grosses entreprises comme Google et Facebook ont ouvert des bureaux en France pour recruter des mathématiciens français très talentueux pour travailler sur le Mmh. sujet d'IA et Mmh. augmenter leur capacité à l'échelle globale. Pourquoi on est en mesure de vous parler de tout ça? Sur la page prochaine, vous verrez, c'est parce que ce sont les cas de nos clients. En fait, les entreprises françaises viennent chez nous pour pouvoir embaucher à l'étranger, justement pour trouver leurs premiers employés, pour déverrouiller un marché, ou encore pour trouver des compétences spécifiques. Donc, dans un premier cas, c'était une start-up française qui nous approchait pour leur aider à trouver leurs premiers commerciaux au Royaume-Uni et aux États-Unis, justement pour déverrouiller de grosses économies à côté. Sinon, l'autre exemple, c'est une entreprise de cybersécurité qui a aperçu qu'ils ont dû embaucher ailleurs pour trouver des talents super spécifiques et rares dans le domaine de cybersécurité. Donc, c'est là où on est bien positionné pour aider à nos clients pour s'élargir. Et ça concerne pas que des startups finalement, c'est toute taille Non, d'entreprise? c'est toute Pas de taille limite? d'entreprise, effectivement. Non, il n'y a pas de Mmh. limite. C'est vrai que on travaille plutôt avec des PME aujourd'hui en France, mais si vous voulez embaucher votre premier emploi à l'étranger, il y a des moyens à vous aider. On a aussi des gros clients qui nous approchent sur ce sujet. Mmh. Mmh. Ah mais intéressant de voir que le panel est large, parce qu'on pourrait avoir Mmh. tendance à se dire: «Ça concerne que les grandes entreprises», mais en fait, c'est une Non, croyance. C'est non. faux. En fait, la première société à gauche, il y avait, il me semble, 50 employés, donc c'est quand même une PME, c'est pas du tout une grosse Mmh. entreprise. Et la deuxième, Mmh. c'était plutôt 300, il me semble, employés en France. Mmh. Donc, vous voyez, c'est pas forcément, on parle pas de milliers Mmh. d'employés pour commencer à réfléchir sur une embauche à Voilà. l'international. Les questions, elles se posent, Mmh. dès enfin, pas peu importe la taille, hein, les questions peuvent se poser très tôt finalement. Exactement. Et justement sur le comment, peut-être avant d'avancer sur le comment, moi j'aimerais bien peut-être poser la question, aux personnes qui nous écoutent, à savoir, parmi, l'audience, est-ce qu'il y a des personnes, des RH? Je suppose qu'on a majoritairement des RH qui nous écoutent en général, mais, dites-nous un petit peu où vous en êtes. Est-ce que c'est votre cas? Vous êtes dans une entreprise avec une, envergure internationale? Pour d'autres, est-ce que c'est des questions que vous vous posez? Vous allez bientôt, vous étendre à l'international ou pas? Histoire de situer un petit peu l'audience, je vous invite à me dire dans le chat, où vous en êtes et puis peut-être aussi pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a amené à nous rejoindre sur ce webinar? Et puis comme ça, moi, je vous lirai, avec attention et je reporterai ça à nos 2 invités. Je vois Clément qui est arrivé entre-temps. Bonjour Clément. Mmh. Donc sur le comment, donc comment commencer? Ouais, en gros, par quoi je commence en fait quand je dois m'y mettre, c'est ça? C'est ça. Donc, c'est vrai que la première option qui vient à l'esprit, quand on veut embaucher à l'international, c'est d'aller travailler avec des prestataires. Je pense que ça, c'est un petit peu la réponse qui est évidente pour tout le monde. Alors Mmh. il y a des avantages, il y a des inconvénients. Donc, les principaux avantages, de l'approche, d'un prestataire, c'est bien entendu la flexibilité. Donc on a des coûts généralement plus bas et qui n'impactent pas la masse salariale. Le prestataire sera aussi potentiellement plus rapidement disponible, contrairement par exemple à un salarié qui a probablement un préavis à effectuer auprès de son précédent employeur. Donc c'est vraiment une bonne méthode si vous avez besoin de talent rapidement et ça permet quand même de garder des options ouvertes au niveau de l'entreprise. L'inconvénient des prestataires, c'est qu'on peut potentiellement avoir un manque d'implication de la part du prestataire. On a aussi un risque légal, hein. C'est la raison pour laquelle on doit vraiment s'assurer d'avoir un bon contrat de prestation qui est en bonne et due forme pour sécuriser la relation commerciale. Et un autre inconvénient, c'est que, on peut potentiellement aussi, avoir un manque de continuité de l'information et un manque d'historique de travail entre le prestataire et l'entreprise. Ensuite, une deuxième option, c'est de lancer sa propre structure juridique dans le pays ciblé.
pour pouvoir directement embaucher ses salariés là-bas. C'est une méthode qui donne un contrôle total sur toutes les opérations, donc ça améliore quand même la crédibilité locale de l'entreprise et ça permet quand même de croître plus facilement à long terme. Donc, ce serait une stratégie à plus long terme pour l'entreprise. Cependant, c'est quand même une option qui est coûteuse et complexe parce que ça nécessite un investissement initial qui est vraiment important, que ce soit sur comment se lancer dans les pays, les autorisations qu'on a besoin d'avoir, etc. Donc, c'est une gestion quand même plus lourde et donc il faut également se conformer aux lois locales, aux réglementations locales. Et donc, c'est souvent un vrai défi à relever. Et donc, la troisième option, c'est d'utiliser une entreprise de portage salarial, ou EOR, donc qui est mon cœur de métier au sein de Rippling. EOR qui veut dire Employee of the Record en anglais, et au UK, en Angleterre par exemple, c'est aussi appelé un Umbrella Company. Donc, entreprise de portage salarial. C'est une méthode qui simplifie vraiment grandement le processus d'embauche. L'entreprise de portage salarial s'occupe de tous les processus RH et légaux pour être en conformité légale justement avec les réglementations locales. Et donc, ça vous permet en fait de vous concentrer sur votre cœur de métier à côté. Donc, c'est efficace, c'est rapide, donc idéal pour les entreprises en pleine croissance et qui évoluent dans des environnements vraiment très, très rapides. Les inconvénients, c'est que les processus sont quand même standardisés, donc c'est quand même moins personnalisé que dans un parcours salarial classique. Donc, il y a un investissement initial aussi à considérer afin d'être en conformité avec les obligations légales. Par exemple, en France, on a des documents à remplir pour avoir un contenu qui est en conformité avec la convention collective du portage salarial. On a des documents à signer, évidemment, en plus des contrats classiques entre contrats de travail, mais on a un contrat commercial aussi. Et à noter aussi une légère dépendance à l'égard de l'entreprise de portage salarial pour la gestion des salariés portés. Donc ça, ce sont les trois options qu'on vous a décrites aujourd'hui. Super, super intéressant. Alors je vois qu'il y a déjà, enfin il y a déjà une remarque. Déjà la première, il y a Anne qui nous disait, qui répondait à la question tout à l'heure et qui disait elle est dans une entreprise de 500 salariés avec une centaine de salariés, principalement basés en Europe. Donc voilà pour le petit détail et ils ont, un besoin d'harmonisation des modalités contractuelles et régime, tout ce qui est, healthcare. Donc intéressant, de voir, ce qu'il amène aujourd'hui. Et puis Christophe qui fait une remarque par rapport à ce que tu disais Stéphanie, tu me diras si tu confirmes ou pas, sur les entreprises de portage salarial, apparemment qui ne fonctionnent pas dans tous les pays? Alors donc il y a des entreprises qui vont être licenciées, pas licenciées. Donc par exemple, si je donne pour la France l'exemple, on est une entreprise de portage salarial licenciée, mais il y a en effet des pays où ça va pas être possible parce que il y a des lois et donc dans certains pays, le portage salarial n'est pas autorisé et d'autres comme la France où il est très très encadré avec une convention collective, etc. Et donc forcément, il faut suivre Mmh. les recommandations et les lois en vigueur dans les pays cibles. Moi, Et moi, oui. j'ai étudié justement ce marché et c'est vrai qu'il y a des pays comme Singapour où c'est très strictement, franchement, c'est interdit. Donc, il n'y a pas de modèle IOR Mm. qui est applicable à Singapour à cause de lois très restrictives pour la migration. Ils veulent pas que ce soit Ouais. facile d'obtenir un visa pour faire ça. Mais sinon, je dirais que dans la plupart des pays du monde, c'est plutôt faisable. Dans Mmh. 90% des pays, il y a un moyen de faire. D'accord. Donc grande majorité où c'est quand même réalisable, Mm. ce qui est Mm. rassurant. OK, très clair. Et Christophe qui dit: «En Italie aussi, c'est compliqué». Ah bon? Je confirme. L'Italie, je dirais donc qu'il y a des sociétés de portage salarial qui étaient brûlées par le régulateur italien parce que, pour des bonnes raisons, parce qu'ils n'ont pas tout à fait respecté les lois et les exigences. C'est vrai. Donc, c'est pas un pays Ah simple. oui. Mm, Ah pourtant, pour imaginer, c'est l'Union européenne, ça doit pas être très compliqué comme quoi. mm, Ça veut mm, rien mm. dire. Même en France, hein, la convention du portage salarial est encore très récente aussi, hein. Elle a vu le jour en 2017. Donc c'est vrai que contrairement à des conventions collectives comme la métallurgie ou autres qui datent, c'est quand même une convention qui est relativement Ouais, récente. Donc c'est vrai qu'avant 2017, il y avait quand même aussi un flou par rapport à ce type de travail et de manière de travailler. oui, finalement, c'est très récent quand on y pense, c'est vrai. Oui. Mmh. OK, OK. Et alors, du coup, sur le sujet des, défis, alors avant même qu'on
enfin, que vous évoquiez un peu les défis à surmonter quand on est amené à recruter à l'étranger. J'aimerais bien poser la question à l'audience aussi, à savoir, selon vous, quels sont les plus gros défis alors quand on est amené à recruter à l'étranger? Voilà, si on doit faire un top 3 des plus gros défis. Entre-temps, je vois Mathilde qui nous dit, qu'elle est dans une entreprise de 150 salariés présents en Allemagne, France, Autriche, Norvège, Danemark et donc ils sont amenés à recruter de plus en plus à l'international, Europe Mmh. principalement et ils ont 2 salariés en dehors de leur pays Mmh. d'implantation, Portugal et Italie. Ah bah là, on est vraiment sur l'exemple parfait là, il y a, Ouais, c'est ça. Mathilde, je pense qu'on aura des solutions pour vous. N'hésitez pas à nous voir après. Je pense qu'on aura des sujets à discuter. mais du coup, je pose la question à Mathilde. Alors Mathilde, c'est quoi vos défis à vous? Peut-être que ça peut nous Mmh. aiguiller aussi, aiguiller les autres. C'est quoi les plus gros défis quand on est amené comme ça à interagir avec autant de pays différents, autant de cultures différentes? Il y a tellement d'aspects à prendre en considération, je vous laisse nous dire dans le chat. Alors, le 1er point qu'elle Mmh. évoque, c'est le droit du travail local. Alors ça, c'est peut-être Mmh. est-ce que c'est le plus gros morceau finalement, la partie un peu, droit, ça, c'est peut-être un sacré morceau ça, j'imagine. Un Absolument. sacré morceau, oui, mais on ne va pas spoiler, hein. On ne veut pas spoiler. À Anne qui complète, qui dit: «Connaître les règles locales, de plus en plus compliqué avec les salariés au UK depuis le Brexit». Alors, moi, vous savez, c'est vrai Mmh. que je l'ai pas dit en intro et je le redis pas à chaque fois, mais j'habite à Manchester, donc moi-même, je suis française expat, au UK et effectivement, ça se complique et ça devient même encore plus compliqué à partir de l'année prochaine. Ils vont instaurer le visa, pour venir, Mmh. au UK, donc je peux vous dire que c'est nous, on est passés juste avant le Brexit. On a été très malins. Mmh. Mais pour tous les autres, c'est une autre histoire. Le UK, c'est plus trop la destination, pratique, hein, pour s'expatrier, en pays anglophone. Je vois pas d'autres forcément pas forcément d'autres indicateurs. Est-ce qu'on y va? On spoil? On y va? On y va. Allez, on spoil. Alors, ce top 3 des défis, on n'était pas loin. On n'était pas loin. Donc, le premier défi majeur, bien entendu, comme, Mathilde l'a dit, si je ne me trompe pas, c'est la conformité avec les réglementations locales. Donc les lois du travail varient vraiment considérablement d'un pays à un autre, voire même d'un État à un autre, comme aux États-Unis ou au Canada. Et donc ça peut être, difficile, voire très, très difficile de tous les identifier, les connaître et les appliquer correctement. Et dans mon quotidien, je suis souvent confrontée, par exemple, à des clients qui sont basés aux États-Unis, qui veulent mettre fin à des contrats de travail at will, donc dismissal at will, ce qui n'est absolument pas faisable, évidemment, ici en France, étant donné que donc, il faut qu'on suive des procédures, il faut qu'on suive quand même un certain process qui est en conformité avec le Code du travail français. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est, c'est le nerf de la guerre, exactement. Donc un second défi, c'est le risque des sanctions en cas de mauvaise classification des travailleurs. Si, par exemple, on va classifier une personne comme étant prestataire, mais qu'elle devrait être considérée comme un salarié, ça peut entraîner quand même des amendes sévères et des pénalités, conséquentes. Et un troisième défi, c'est la gestion complexe des contrats de travail. Donc, une mauvaise gestion de ces contrats, ça peut vraiment entraîner des litiges coûteux et ça aura potentiellement aussi un impact sur la réputation de l'entreprise. Mmh. Mmh. Et je continue. Il y a bien d'autres défis. Le principal, bien sûr, c'était la partie législative, donc tout ce qui vient d'évoquer Stéphanie. On l'entend le plus, c'est vraiment le pain point, comme on a dit en anglais, la douleur principale de Mm. nos clients qui cherchent à embaucher à l'international. Mais sinon, elle a bien d'autres sujets. Donc, il a des sujets de processus RH entre le siège et les sièges locaux ou les employés internationaux, parce que les outils sont différents. Typiquement, les fournisseurs utilisés par les équipes locales varient aussi, soit pour la paie, soit pour la gestion des dépenses, soit pour l'onboarding. Tout ça rend difficile de homogénéiser les politiques de l'entreprise, d'assurer le bon contrôle par les managers, mais aussi par les RH. Imaginez quand il vous faut faire la paie de vos collaborateurs dans 3 ou 4 différents outils, ou encore quand vos managers doivent changer entre 3 ou 4 outils pour approuver les dépenses de vos collaborateurs dans certains pays.
Tout ça, c'est pas efficace, et ça mène à la perte d'informations et aussi, c'est tellement difficile après d'extraire les données unifiées pour faire un rapport sur, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Combien était dépensé par collaborateur dans les différents pays? Bah, c'est une galère. Du coup, c'est un sujet qui est difficilement adressable, sauf si vous n'avez pas un système unifié qui peut vous permettre de gérer tous vos collaborateurs dans le même outil. L'autre sujet qui est plutôt culturel, c'est, bah, le décalage culturel. Bien sûr, on a des sujets on va dire des communications des malentendus, franchement. Aussi des sujets de culture où, bah, je vous donne un exemple concret. C'est vrai qu'en France, typiquement, bah, je caricature un peu, mais typiquement, on est quand même le style de gestion un peu hiérarchique, où les décisions sont prises en haut et après cascadées aux équipes. Tandis que aux US, le style, c'est plutôt bah, collaboratif. Tout le monde va parler, même les juniors vont avoir un avis sur des sujets. Donc, tout est discuté. Il n'y a pas tant de respect pour la hiérarchie aux US. Et du coup, pour vous donner un exemple concret, quand les managers américains ont commencé de travailler avec les équipes françaises, ils pensaient au début que les équipes étaient un peu passives, sans poser trop d'idées, sans Ah oui. discuter avec eux. Ils attendaient plutôt à la directive de management parce que c'est l'habitude, c'est la culture. Et là, il faut jouer un peu le rôle de traducteur entre les différentes cultures, ou encore, qui est meilleur, de former vos équipes américaines et former des équipes françaises par rapport à les cultures de travail de l'un à l'autre, pour vraiment travailler comme une machine efficace et bien huilée. Tout à fait. Stéphanie, je crois que tu avais un exemple aussi sur ce Ben sujet. oui, je vais rebondir sur ce que tu disais, donc toujours dans le cadre du décalage culturel, sur la communication inefficace et des malentendus fréquents. J'ai eu récemment un exemple. La terminologie est super importante aussi, mais détailler ce dont on parle. Donc les mots et les concepts qu'on utilise sont différents selon les pays. L'exemple, donc en France, on a congé maternité, paternité, adoption, et donc là-bas, aux États-Unis, par exemple, c'est appelé parental leave. Et donc c'est ce qu'on pourrait traduire plutôt facilement comme un congé parental. Sauf que Mmh. le congé parental d'éducation en France ne correspond absolument pas à la terminologie de parental leave aux États-Unis. Et donc, le congé d'éducation n'existe pas aux États-Unis. Et donc, vous voyez, c'est un exemple typique où il faut vraiment s'arrêter sur la terminologie quand vous avez des Ouais. interlocuteurs comme ça à l'international et se dire, OK, mais là, vous dites ça, moi je dis ça, mais est-ce qu'on peut s'accorder sur la description détaillée de quoi on parle? Donc, il faut s'assurer de parler de la même chose parce que ça a des impacts directs sur l'entreprise et les salariés. Mmh. Ouais, c'est important parce que ça peut créer ouais, des gros malentendus et je trouve même sur Oui, l'aspect, entre collègues, pour avoir travaillé dans un cabinet, à Manchester où on avait une dimension internationale, on travaillait avec des collègues, en Australie comme, aux États-Unis, enfin voilà, éparpillés un peu partout dans le monde. Ce que je trouvais intéressant, c'est que, on avait créé des rituels où, 1 fois, par semaine, tu prenais un café en ligne avec quelqu'un à l'autre bout du monde, et ça amène aussi à des enjeux de fuseaux horaires, il y a tellement plein de tout paramètres, à en fait, fait. auxquels on Mmh. pense pas forcément. Mais, et je vois même en bordant les choses, en essayant de s'éduquer les uns et les autres sur nos différences culturelles, il y avait quand même des fois, hein, des malentendus. Donc, je Oui, pense que c'est super important vraiment d'essayer de comprendre l'autre avant de juger, de se dire: moi, c'était mon cas. Souvent, on me disait: «Ah, toi, tu es française, tu es directe, tu dis les choses, sans forme». Alors Mmh. qu'au UK, par exemple, les choses sont dites de manière un peu plus mielleuse, avec beaucoup Mmh. de politesse et des fois, je passais un peu, rude pour mes Mmh. collègues anglais. Donc, Absolument. mais à force d'en parler et de pas en faire un sujet tabou, les gens savaient et ils disaient: «Oui, mais c'est parce que c'est Anaïs, c'est son mode de communication, elle est française» et comme Mmh. moi, je m'adaptais aussi à eux petit à petit en rajoutant des please, please, please partout. Mmh. et Mmh. vous voyez, Mais moi, typiquement, à mes débuts à Rippling, on me disait que je donnais beaucoup trop d'informations. Parce que c'est vrai que dans le droit français, Mmh. il y a toujours quand même besoin d'avoir des fois de l'historique pour comprendre pourquoi on est amené à faire une telle chose. Et c'est vrai que moi, même envers les collègues, j'expliquais.
Et alors que Mhm. en Amérique, c'est to the point, quoi. C'est focus, c'est bullet point, c'est Mmh. tac, tac, tac. Et donc, c'est vrai que voilà, il faut s'adapter à ça aussi. Il faut essayer de faire un step back, comme on dit, et de se dire, bon, leur culture, c'est ça, la mienne, c'est ça. Il faut essayer de trouver un bon équilibre entre tout ça. Et alors on se lance sur les stratégies justement? Yes, Peut-être en allez. complément, de tout ça, les stratégies pour justement surmonter les obstacles qui ont été déjà évoqués jusque-là, Mm. comment on répond à ça finalement? Oui, il y en a 4 qui parlent bien au défi. Donc, il y a le plus gros morceau et le cœur de métier pour Stéphanie, c'est la partie légale. Parce que, et aussi Mathilde et Anne l'ont évoqué, c'est la partie la plus dure pour comprendre et pour gérer. Mmh mh. Mais sinon, il a le sujet de processus RH non harmonisé. Du coup, il faut harmoniser. On va parler sur comment. Et là, le côté comment adresser le décalage culturel. Et encore un quatrième sujet, c'est comment bien trouver le bon profil à l'international dans le contexte qu'on ne comprend pas forcément bien. C'est ça. Donc, moi, je vais continuer à approfondir la conformité légale dans les marchés locaux. Donc, évidemment, l'idée, c'est d'anticiper les risques grâce à une gestion conforme et locale. On identifie, on prévient les risques de non-conformité et on suit les réglementations locales spécifiques à chaque pays. Et pour cela, la recommandation, c'est de faire appel à des partenaires locaux, hein, qui sont experts en loi locale, pardon. Donc, on collabore avec des personnes qui comprennent les lois du pays pour éviter des erreurs coûteuses et garantir le respect des lois en vigueur. On pense par exemple à des experts comptables ou un prestataire de paye pour la gestion des fiches de paye ou encore à des avocats pour l'accompagnement sur les nuances juridiques et les documents légaux. Ensuite, on assure une conformité quand même continue avec des outils, comme par exemple Compliance 360 pardon, pour effectuer sa veille juridique. Euh, donc, les réglementations évoluent constamment dans les pays, donc c'est vraiment crucial de disposer des bons outils pour se permettre de se mettre à jour proactivement et d'être toujours au fait de sa responsabilité juridique. Et donc, l'idée, c'est pas seulement de réagir aux changements, mais aussi de les anticiper, de s'y adapter facilement et rapidement. Et je précise, Compliance 360, c'est quelque chose qui est intégré dans Rippling. En fait, là, comme on se spécialise dans le sujet de gestion des effectifs à l'international, chez nous, on a des équipes de juristes qui veillent sur la loi, le droit des différents pays, où nos clients ont leurs employés. Chez nous, on veille ça sur, par exemple, les exigences de salaire minimum, les exigences sur les heures permis à travailler et sur le jour où c'est permis de travailler ou pas. Et tout ça, on vous remonte dans l'outil. Donc, si jamais vous voulez payer vos employés, j'espère que ce ne sera pas le cas, mais si jamais vous voulez payer en dessous du minimum permis, vous avez une petite notification pour vous dire que, attention, il ne faut pas faire. Bon, c'est à vous de choisir finalement. C'est vous qui vous Mmh. renouvelez conforme, mais le système va vous prévenir qu'il y a un sujet potentiellement. Ou encore, si vous voulez que cet employé travaille sur un jour férié de ce pays-là, ça sera encore vous remonter et vous aurez un petit signal que faites pas ça, vous décidez, mais on ne conseille pas. Donc, OK, ça vous c'est bien aide, ça. ça vous aide à un peu technologiser cette gestion pour éviter le malentendu, faux Mmh. pas, dans le contexte que vous maîtrisez pas forcément vous-même. Mmh. Ça aide Et en vraiment plus, dans la ça veille fait la juridique veille. au quotidien. Mm. Donc, Ouais. ouais. Mm. Ça fait la veille à la place, du RH, parce que c'est une grosse charge mentale, n'empêche, Mm. de faire cette veille en continu, parce que ça demande d'être constamment aux aguets, Ouais. des fluctuations, donc ouais, Il sans faut être outil, c'est proactif. Donc, il y a des ouais. informations qui viennent à nous forcément en tant que RH, mais il y a quand même aussi beaucoup d'informations qu'on doit aller chercher. Et donc, c'est vrai que l'outil Compliance 360, c'est quand même un outil veille juridique qui est vraiment très facile et primordial au quotidien. Mmh. Mmh. Très clair. Et alors sur l'harmonisation des processus Mm. RH? Ouais. Donc, quand vous allez avoir vos premiers employés à l'étranger, ils seront typiquement à distance, typiquement un peu en chambre. Ils vont travailler par eux-mêmes. Et du coup, il y a un sujet de bonne intégration de ces équipes chez vous, dans votre entreprise. Euh, Comment faire? Moi, je gère ça aussi. J'ai déjà des collaborateurs dans les différents pays comme la Nouvelle-Zélande. Pour moi, il faut renforcer la discipline de partage des compétences et d'objectifs des équipes avec des réunions régulières. Déjà, surtout pour les équipes en télétravail. Donc, il y a une cadence à respecter. Parfois, les managers l'oublient, parfois, les managers préfèrent faire ad hoc.
Mais vraiment, il faut insister sur la discipline de réunions régulières, de partage des objectifs, des révisions, des check-ins régulières avec vos nouvelles employés, après 30 jours, après 60 jours, après 90 jours, et veiller sur ça. Parce que sinon, on risque le désengagement, la perte d'engagement de l'employé. Mmh. Alors, on va bien sûr beaucoup parler en visioconférence, un outil comme Zoom, Google Meet, etc. Il y aura les sujets des accents. C'est un peu tout bête, mais c'est parfois difficile pour nous de comprendre des différents accents dans différents pays du monde. C'est aussi, comme je suis pas français, je peux le dire, c'est pas aussi parfois facile de comprendre l'accent français en anglais. Et du coup, un investissement qui va rendre beaucoup de retours, c'est les bons micros et des outils de visioconférence où vous allez payer un peu pour des licences plutôt professionnelles de Zoom, mais la qualité du son et de vidéo va être bonne pour vraiment augmenter cet engagement. L'autre outillage qui est moderne, qui est très cool, c'est les systèmes. Dans le Zoom, vous avez l'option de transcrire les minutes du meeting et après les diffuser aux participants du meeting. Donc, si jamais il avait mal entendu parce que l'accent, disons, indien était mal compris ou n'importe quel autre, ça vous permettra après de capter, parce que les systèmes sont mieux que les gens en détection des différents accents, des transcriptions des notes qui sont après partageables pour assurer aussi l'alignement et la cohésion de l'équipe. Mmh. Et finalement, on en a parlé déjà, c'est les outils RH qui sont typiquement différents pour tous les pays où vous êtes présents. Et du coup, ça génère pas mal de douleurs pour les onboarding qui sont à part, pour les gestions de dépenses. Donc, si jamais vous devez changer d'outil pour tous les pays, pour chaque collaborateur dans un nouveau pays pour approuver les dépenses, c'est une vraie douleur et ou encore pour faire des rapports sur vos effectifs. Et donc la solution, c'est une SIRH qui déjà combine la vision globale de vos effectifs dans le monde, qui respecte les spécificités de chaque pays. Par exemple, les devises de contrat qui sont différents ou les jours fériés qui sont différents selon différents pays, mais qui trouve, si vous voulez, une langue commune ou une base commune pour encore présenter une vision cohérente de vos effectifs en leur globalité. Comme Rippling. On passe sur le sujet suivant, qui est le décalage culturel. On a parlé des difficultés qu'on a en termes de culture, qui sont pas tout à fait les mêmes, qui est normal et qui est d'ailleurs appréciable parce que c'est la diversité qui nous enrichit tous. Bah aussi, l'humour est différent, les réactions aux différents sujets sont différents. Pour vous donner quelques exemples que j'ai observés en travaillant avec des équipes françaises et américaines à la fois. Pour les équipes françaises, c'est plutôt acceptable d'être en retard, jusqu'à 5 minutes de retard aux différentes réunions, mais c'est vraiment un faux pas pour les Américains. Là, ils n'aiment pas du tout. Une minute max 2, c'est admissible. Après, ça va commencer à ennuyer les gens. En France, on a quand même aussi la culture de discussion. On va beaucoup parler des différents sujets avant de trancher. Les Américains préfèrent, comme le disait Stéphanie, on va avoir des réunions plutôt de 15 minutes, pas vraiment des temps pour plaisanterie. On parle, on décide, on tranche, on avance. Il n'y a pas Mmh. vraiment beaucoup de temps pour mouiller de différents sujets. Mmh. Ou encore, ça marche aussi dans l'autre sens, parce que on sait tous que quand on nous cale une réunion sur la pause déj, c'est quand même pas admissible, c'est un peu mortel. Et c'est pas le cas pour les Américains. C'est une pause de 30 minutes max, une salade à la table et on continue. Du coup, Mmh. ça reste encore un décalage qui n'est pas évident de l'un côté parfois, mais aussi de l'autre. Donc, comment faire tout ça? Former des équipes, soit avoir des gens avec des profils un peu internationaux, soit faire des formations un peu formelles pour les équipes pour qu'elles comprennent à travailler l'une Mmh. avec l'autre. Les voyages aident aussi, surtout si vous avez des employés à distance. Un budget de voyage serait à prévoir pour se voir en personne. Même dans le monde qui est plutôt télétravail, ça devient important de prévoir un peu de temps pour voir cette personne en face de toi et de bâtir des relations informelles, en sachant que bon, il n'y a pas de couloir dans le bureau. On pourrait prendre un café à part pour parler d'autres choses. C'est vraiment la seule opportunité, si vous voulez, pour bâtir une relation un peu personnelle, au-delà de professionnelle pour vos collègues à distance. Et la troisième partie qui est peut-être la plus douloureuse, mais qui est important, c'est si vous commencez à avoir des employés qui ne sont pas francophones, c'est important d'enforcer la discipline de parler en lingua Mmh. franca, qui sera typiquement l'anglais pour vous, parce que sinon,
ils se sentiront isolés. Pour vous donner un exemple concret, chez Rippling en France, on a pas mal des canaux Slack, où on se force de parler en anglais, parce il y a des personnes, il y a des membres d'équipe qui ne sont pas francophones, et on insiste sur une cohésion de ces équipes, de ces membres Mmh. d'équipe. Du coup, on enforce les règles du English first, parlons en anglais. Et pour aider aux francophones parmi nous, ou ceux qui ne sont pas à l'aise avec l'anglais, bah, il y a bien déjà d'outils. On peut bien sûr investir dans les outils comme Grammarly, ou faire vérifier leur anglais en ChatGPT avant d'envoyer, pour que la communication écrite en anglais reste toujours en bonne forme. Mmh. Oui, c'est la langue universelle, l'anglais. Mmh, c'est ça. Et Bruno qui dit dans le chat, qui revient sur ce que tu disais par rapport, Mmh, aux réunions, enfin aux discussions, hein, et qui s'éternisent, à la mmh, française, et il parle de la réunionnite française, c'est la ça. fameuse. C'est C'est vrai exactement qu'on ce aime que bien. j'avais dit à Stan quand on Mmh, a préparé ce webinaire. Je lui ai dit, bah, les Français, on est quand même champions de la réunionite. Donc, ouais. mmh mh, C'est mmh. vrai. Ouais, C'est c'est ça. vrai. Je pense que ça manque pas une fois que tu as adopté un autre mode de de travail. La réunionnite, Ah, ça manque pas du tout. on passe de tout à rien, en fait, hein. C'est vraiment blanc et noir. C'est impressionnant. Donc, oui, c'est vraiment une toute autre méthodologie de travail et ça Mmh, avance tellement plus vite. On est beaucoup plus efficace. Mmh. Et alors du coup, on termine sur la partie, mmh. plutôt recrutement. Ouais, c'est ça. Donc, déjà, pour trouver la bonne personne, il y a quand même typiquement les agences ou chasseurs de tête spécialisés dans le marché international qui vous ciblez. Hem, Ils vont vous aussi éduquer un peu sur la réalité du marché. Donc, par exemple, aux US, les salaires sont quand même Mmh. sérieusement plus élevés qu'en France. Donc, c'est pas étonnant de payer 200 à 1 000 ou 300 000 pour un bon profil, aux US, de dollars ou euros, comme vous voulez. Et donc là, il faut travailler avec quelqu'un qui comprend les réalités du marché pour qu'il vous atterrisse un peu en termes de ce Ouais. qui est réel ou pas dans ce marché. Par rapport à un profil à chercher, bah, il faut privilégier des profils qui ont déjà expérience dans le contexte international. Ça va vous aider, si vous cherchez quelqu'un qui a pu déjà travailler avec une entreprise européenne, justement par rapport au sujet culturel, par exemple. Donc vous devrez pas l'éduquer de cette personne, de zéro. Et aussi, hem, en termes de talent qu'on cherche, c'est que normalement, il faudrait privilégier pas des spécialistes très serrés dans un domaine, mais plutôt des profils polyvalents quand vous démarrez un pays. Pourquoi? Parce que la première personne dans le pays, bah, il jouera un peu le rôle de, si vous voulez, un petit DG de ces pays. Parce qu'il faudra, lui comprendre comment attaquer le marché, avec quel positionnement de produit, quel segment, via quel canal. Donc, Mmh. c'est mieux si l'expérience de votre première collègue sera un peu polyvalente, à ce que ce soit en généraliste. Et après, on pourrait bien sûr spécialiser. Si vous voyez qu'il a une traction, on pourrait déjà embaucher des spécialistes dans certains domaines. Mais si vous embauchez des spécialistes dès le début, ce sera difficile de déverrouiller vraiment le marché. En tout cas, c'est notre expérience chez Rating. On privilégie des profils comme ça pour déverrouiller un marché. Mmh mh. Mmh. Voilà, c'était quelques stratégies qu'on voulait vous partager. Hem, Du je coup, je pose m'arrête la là. question à l'audience, peut-être s'il y a des choses auxquelles vous pensez, complémentaires. Peut-être que vous-même, vos pratiques sont un peu différentes, ou voilà, n'hésitez Mmh. pas dans le chat à nous partager si jamais vous avez des choses qui vous peut-être des choses qui vous surprennent même. Bon, moi, ça me surprend moins parce que, bah, j'ai déjà bossé à l'international, et je me retrouve dans tout ce que vous dites avec à la fois les faux pas de ce que j'ai pu observer, et à la fois, ce qui effectivement fonctionnait bien. C'est un sacré enjeu, je pense, et puis, en plus, moi, c'était double sentence, parce qu'on était à la fois une entreprise internationale d'un point de vue interne, mais en plus on recrutait, on était un cabinet, de consulting RH, donc on recrutait et on menait des missions RH, pour nos Mmh. clients dans le monde entier, donc ça rajoutait, comme pour Rippling en fait, un enjeu à la fois interne et à la fois externe, et c'est assez passionnant, la dimension internationale. Moi, ce que j'en retiens, c'est que
ça demande une sacrée dose d'adaptation, une capacité à s'adapter constante et ça fait énormément grandir, même je trouve d'un point de vue, personnel finalement. Parce que c'est hyper riche, même personnellement en fait, on grandit. Mmh. Hem, alors je vois pas forcément de réaction dans le chat ou de questions. Est-ce que peut-être un petit mot, alors je vais avancer sur la slide des questions. Si jamais des questions apparaissent entre-temps, évidemment, je vais pouvoir les relayer. Est-ce qu'il y aurait un peu un mot, de la fin? Alors il y a juste Mmh. Mathilde quand même qui demande alors attendez, je reviens dans le chat. Donc déjà Bruno qui dit, «L'international Mmh. nécessite un élargissement des organisations et de management». Les points abordés le montrent et puis, Mathilde qui demande si, vous avez des idées de plateformes de recrutement pour publier des annonces à l'international. Mmh. Bah, sur le point de Mathilde, c'est tout bête, mais LinkedIn marche assez bien pour recruter à l'international. Mmh, Mais je dirais qu'il y a un aspect de site web à utiliser et après il y a l'aspect de, fluidité de cette recherche et l'intégration avec votre ATS, donc le système de recrutement, Applicant Tracking System. Donc privilégier les combos des outils, qui vous permettent un une certaine gamme de sites où c'est publiable, mais aussi qui après permettent l'intégration pour que les réponses sur votre ad LinkedIn, par exemple, soient directement intégrées dans votre système d'application de ATS pour ne pas perdre de bons candidats. Parce que c'est vraiment c'est une sacrée de l'air si ça arrive. Donc, pour nous, chez Rippling, franchement, on a pu aller assez loin en passant via LinkedIn dans les géographies en France, en Nouvelle-Zélande, plutôt, je dirais, des géographies de l'Ouest. Parfois, dans des géographies de l'Est, qui sont un peu moins utilisateurs de LinkedIn, on a dû travailler avec des chasseurs de tête locaux qui, après, mmh, eux savent utiliser mmh. des boards ou des sites web locaux qui marchent plutôt bien. Parce que chez nous, en interne, on n'a pas forcément l'expérience sur les meilleurs sites d'emploi de Malaisie, par exemple, ou du Pakistan. Du coup, là, on préfère de trouver une agence qui peut nous aider avec les meilleures sources pour trouver le bon talent. Et en plus, à chaque secteur d'activité ou même à chaque, région géographique, ça peut influencer le choix du canal finalement pour sourcer. Enfin, moi je Mhm. l'ai vu, hein, il y a une époque, je recrutais, sur la zone, Afrique de l'Ouest. Bah, le canal principal, c'était Facebook. Donc Mhm. enfin vraiment d'un pays à l'autre et puis même d'un secteur d'activité à l'autre, je pense que c'est bien d'avoir un expert recrutement, qui connaît le marché local, en fait et Mhm. ça demande, à nouveau une capacité à s'adapter, en fait. Mhm. Dans l'onglet Handouts, vous avez la présentation qui vous est partagée par, Culture RH. Merci la team, Culture RH. D'ailleurs, je vous remets dans le chat, en guise de conclusion, je vous remets le lien de Rippling si jamais vous voulez, vous Mhm. rapprocher de Rippling si vous avez, à nouveau, des questions. Peut-être un petit mot, pour conclure, Stanislav et Stéphanie? Qu'est-ce que ce serait le mot de Oui. la fin? Le mot de la fin, c'est que pour moi, l'expansion internationale, c'est un super challenge. C'est intéressant. Ça vous montre comment les choses peuvent fonctionner autrement, déjà, pour s'enrichir de nouvelles cultures, de nouveaux candidats qui travaillent un peu différemment de chez vous. Et là, vous pouvez faire, si vous voulez, le mélange du meilleur du monde en prenant le meilleur de chaque culture pour bâtir une super culture de travail dans votre entreprise. Et aussi, bien sûr, d'évaluer le nouveau marché, de trouver de nouvelles compétences. C'est une super challenge. Ça montre pour moi une certaine maturité d'une organisation qu'elle soit prête pour aller au-delà des frontières. Ça veut dire qu'elle se sent plutôt à l'aise typiquement déjà dans son marché cœur. Du coup, ça montre que l'entreprise est mature et prête pour explorer. Mais c'est aussi un challenge, donc il y a pas mal de sujets à craquer et surtout tout ce qui est la conformité à la partie légale, parce qu'il y a des gros risques si vous ne respectez pas. Donc je vous invite de prendre des contacts avec quelqu'un qui est spécialiste dans le sujet. Nous pouvons vous aider aussi. On est présent dans vraiment des dizaines de pays du monde avec nos solutions EOR, ou encore les prestataires, vous pouvez y embaucher, je crois, dans 180 pays du monde si vous voulez bien trouver des prestataires avec Rippling. Donc parlez-nous, on aura des solutions pour vous si vous réfléchissez sur votre prochaine étape pour aller au-delà des frontières.
C'est très beau en plus. Cette Mmh. dernière phrase est belle. Alors Stéphanie, un petit mot de la fin, toi aussi? Oui, alors de mon côté, ce sera vraiment plus, par rapport à ce que tu disais. Donc, on est vraiment dans un environnement en fait, c'est comme si on ouvrait une porte et il y a un autre monde qui s'ouvre à nous. Alors je sais que c'est un peu bateau et un peu cliché, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on sort de notre quotidien avec, nos idées reçues, françaises et cetera. On s'ouvre à d'autres pays, d'autres cultures, Stan, comme tu disais, beh, des personnes avec des accents différents et cetera, des cultures différentes, des jours fériés différents. Et donc, on est amené en fait à échanger sur ces sujets-là. Et donc, c'est des petits plus en fait qui font que bah, c'est quand même très, très agréable d'apprendre à connaître d'autres cultures que la sienne. Ça permet d'avoir une ouverture d'esprit différente et de naviguer en fait dans d'autres contrées tout en restant en France. Et puis, tout est hyper intéressant. Les gens sont vraiment toujours très, très avenant et bienveillant. Donc, enfin, voilà, moi, c'est la partie que j'apprécie le plus, en tout cas, dans cette dimension internationale. Et comme je disais en intro, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Donc, au-delà de mon métier RH aussi, mais le fait d'avoir toutes ces différentes cultures, etc., moi, je trouve ça vraiment super enrichissant. Mmh. Bah, je vous rejoins sur ce constat. En tout cas, au vu des réactions dans le chat, je pense que tout le monde a plutôt apprécié, les sujets abordés. Je vois tout le monde dit: «C'était très intéressant». En tout cas, merci à vous, d'avoir été là au rendez-vous encore aujourd'hui. C'est un plaisir de vous retrouver, à chaque fois sur nos webinars. Un très grand merci à vous 2, Stéphanie et Stanislas. C'était très riche et je pense qu'on a appris plein de choses à vos côtés. Et puis, moi, pour ma part, il me reste à vous retrouver, bah, dès la semaine prochaine, hein, on enchaîne, hein, le mois d'octobre commence, donc on a un prochain webinaire prévu, dès mardi prochain. Rejoignez-nous, on parlera, des nouvelles mobilités parce que, bah, oui, le monde évolue, notre manière de nous déplacer au travail aussi, donc on parlera nouvelles mobilités et QVCT. Bah, je vois que Culture RH, la team est là et elle partage, le lien. Et puis on a d'autres éditions prévues, je vous mets le lien dans le chat, vous choisissez le sujet qui vous plaît et vous nous rejoignez. C'est toujours hyper chouette de vous avoir dans l'audience et de vous lire. Bah, écoutez, moi, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Et encore merci, Stéphanie et Stanislav. C'était top. Merci, merci, merci. Merci à Merci toi, Anaïs, Anaïs, merci et merci à Stéphanie, Culture RH. merci à tous nos invités. Bonne journée à tous. Merci.